Bélisaire de Marc Burger. Jackson, Mississippi, 14 août 1891, demeure de Bruce Kilby, fils d'anciens exploitants de coton. Alors, Elisabeth, que pensez-vous de mon nouveau tableau ? Je viens de l'acheter pour un prix dérisoire à un banquier de Bâton Rouge qui souhaitait s'en débarrasser pour cause de déménagement. Il venait de l'acquérir d'un colon de Guadeloupe, anxieux et apeuré. Il est magnifique, Bruce. Le regard de ses enfants est si pénétrant. La petite en robe rose et le jeune garçon ont les traits parfaits. On dirait de vrais chérubins à qui on aurait envie de tripoter les joues frénétiquement. Ils sont tout bonnement adorables. Je dois reconnaître la finesse du dessin, la dextérité avec laquelle le peintre a su retranscrire la gravité de la grande sœur, celle habillée en blanc, qui nous scrute avec un regard beaucoup plus mûr. Je ne voudrais pas faire de conclusion trop hâtive, mais elle arbore déjà l'allure d'une jeune adulte. Vous avez raison, Lise. Cette gamine s'appelait Sarah, et au moment où le tableau a été réalisé, elle allait sur ses 12 ans. Elle était donc chargée de veiller sur ses cadets. Ses contemporains la décrivent comme une vraie fée du logis, toujours prête à aider sa mère, en servant élégamment le thé avec le samovar, en se montrant ferme avec sa petite frangine, l'éduquant comme une future dame de la haute société. Je comprends, l'instruction est la clé de tout, et les enfants de nos classes sociales doivent en être conscients dès le plus jeune âge. Après tout, ils représenteront l'élite de ce pays. Je suis totalement d'accord avec vous, ma chère. Sait-on qui a réalisé cette merveille ? Un Français, Jacques Amand, vers 1840 d'après mes sources. Comme beaucoup de ses compatriotes, il s'était installé à la Nouvelle-Orléans pour demeurer dans une atmosphère francophone. Dois-je vous rappeler que ces populations sont certes francophones, mais point françaises ? Ce sont les restes des Cajuns, ces colons installés au Québec au XVIIIe siècle et que les Anglais ont boutés loin de leurs terres. Oh, pitié, Élise, ne commençons pas à médire sur les Britanniques. J'ai suffisamment entendu parler d'eux. Désormais, ils sont partis, leur joug est terminé. Nous sommes une nation libre, une démocratie enviée dans le monde entier pour la transparence de ses institutions et le prestige de ses parlementaires. Vous avez raison, Bruce. Simple curiosité, savez-vous d'où venait ce mystérieux colon de Guadeloupe ? Si ma mémoire est bonne, de grandes terres que j'ai eu le privilège de visiter. Oui, c'est cela, au Moule plus précisément, non loin de la propriété de Zévalos. Zévalos, quel drôle de nom. Sûrement un mélange grotesque entre la langue de Molière, si élégante et prosaïque, et du baragouin créole. Regardez avec quelle élégance ce Français a peint la morne végétation, les marais environnants. Moi qui ai passé une partie de mon enfance chez mes grands-parents dans le Bayou, je reconnais instinctivement ces eaux stagnantes infestées de moustiques. Oui, mon frère et moi avons souvent joué aux pirates dans ces marais croupis et malodorants. Grand Dieu, il y régnait une puanteur fétide, nauséabonde. D'ailleurs, je trouve que cette moiteur ambiante, cette vase qui remontait sans cesse à la surface, est reflétée dans les nombreuses couches et variantes de verre que le peintre a réalisées sur l'arrière-plan. C'est assez visible. On se croirait sous la grisaille écossaise. Regardez-moi toutes ces nuances. Hooker, vert avocat, vert de chrome, en passant par un terne vert mélèze. Vous avez bien raison, mon ami, et je vois que vous vous y connaissez en la matière. Tiens, qu'est-ce donc que cela ? Et en effet, en haut à droite de la jeune fille, en blanc immaculé, il me semblait distinguer quelque chose sur le tableau, comme des formes sombres, difficilement visibles, telles ces marques effacées par le temps, qui contiennent autant de secrets inavouables, parfois même de crimes et de souffrances.
Je pointais alors du doigt ce que j'avais remarqué, en contournant les mystérieuses formes, sortes de touches de peinture grise et verdâtre, fades, qui paraissaient témoigner d'un visage, d'une silhouette, pareille à une ombre fantomatique. « Ah oui, cette tache immonde, c'est le jeune nègre qui a été effacé. »« Effacé ? Que voulez-vous dire ?» Ces 3 enfants blancs que vous voyez s'entendaient très bien avec le rejeton de leur esclave de maison, une sorte de mulâtre, fruit des métissages les plus écœurants, si vous voulez mon avis. On ne peut représenter fièrement des dégénérés de la sorte, sans quoi nous inciterions les citoyens de notre nation à se perdre dans le piège du mélange racial, qui signera la fin de tous les peuples. Bruce, n'avez-vous donc pas honte de tenir de pareils propos ? Pas le moins du monde, Lise. Blancs et noirs n'ont pas vocation à coexister. On ne mélange pas l'huile et le vinaigre. Vous l'avez dit vous-même, les traits de cette fratrie sont parfaits et reflètent l'œuvre du Tout-Puissant, qui, je vous le rappelle, nous a créés à son image, si proche de la perfection physique. Vous n'allez tout de même pas mettre sur un pied d'égalité la finesse du profil européen, avec des cheveux crépus, un nez large et aplati, et un teint de peau aussi sombre que le charbon qui sert à faire avancer nos locomotives. Si les Noirs errent dans les ténèbres depuis la nuit des temps, c'est qu'ils en ont la couleur. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Ancien Testament. Ils sont tous les fils de Cam, cet enfant maudit de Noé, qui a osé l'observer alors que celui-ci était nu. Quel morveux ingrat! Il est normal que ses descendants soient punis. Quand je pense que dans plusieurs villes, certains de nos représentants politiques les encouragent à aller voter. Déjà que bon nombre d'entre eux vagabondent sur nos routes de campagne. Depuis que ce foutu 13e amendement a été voté, ces bougres illettrés ne savent plus quoi faire. On dirait des enfants sans père, des chiens ayant perdu leur maître. Ils flânent sans laisse, déambulent et traînent sans but. De vrais parasites. Si en plus on commence à les considérer comme des citoyens... Non, Lise, je vous le dis, ce sera la fin des États-Unis d'Amérique que les Pilgrim Fathers ont bâti vaillamment face à des Indiens hystériques et cannibales. Heureusement que certains blancs lucides parviennent à dissuader ces moricots de mettre un bulletin dans l'urne. Bruce, ne me dites pas que vous soutenez ces chevaliers de l'Apocalypse qui, dans certains recoins du Mississippi, se drapent de tenues blanches d'inquisiteurs espagnols, munis de torches et de cagoules pointues, pour aller saccager les baraquements habités par les Noirs et les pendre à une branche. Nos arbres n'ont jamais donné de fruits aussi sordides. Vous voulez parler de ce fameux Ku Klux Klan? Si vous voulez mon avis, vous les remercierez un jour. On ne donne pas la citoyenneté à des nigauds, Lise, à ce que j'appelle un peuple de clochards. Les plaies béantes laissées par la guerre de sécession étaient loin d'être refermées. Pourtant, le conflit s'était terminé depuis plus de 30 ans. Mais beaucoup de descendants de cultivateurs de coton gardaient une rancœur tenace contre les Yankees, Lincoln, la Maison-Blanche, et surtout les Afro-Américains, jugés responsables de la faillite des grands propriétaires. Pour eux, l'avidité avait toujours tenu lieu d'ambition. Moi-même, mes ancêtres avaient vu leurs affaires partir en fumée, et notre destin s'en était vu bouleversé. Mais de là à soutenir des criminels, des gens qui souhaitaient faire justice eux-mêmes, applaudissant des 2 mains les lois Jim Crow et persécutant les Noirs jusque dans leurs modestes églises. Comment pouvait-on devenir aussi abject? Comment le poison de la haine pouvait-il circuler aussi durablement dans les veines de ce pays? La famille Kilby et la mienne se connaissaient depuis au moins 3 ou 4 générations. Toutes 2 furent ruinées par ce 13e amendement. Mais les parents et les grands-parents de Bruce n'étaient pas aussi cléments que mes aïeux avec leurs esclaves. Ma grand-mère me racontait des histoires horribles sur la façon dont les Kilby punissaient les Noirs récalcitrants, en leur brûlant la peau avec du fer rouge, comme des bêtes de somme,
ou encore en les fouettant jusqu'au sang, simplement parce que l'un ou l'autre d'entre eux avait volé un minuscule savon, histoire de se laver au moins une fois dans le mois. D'ailleurs, la puanteur des demeures d'esclaves des Kilby empestait jusque dans notre jardin. Petit encore, je pensais naïvement qu'il devait s'agir de purins ou de cadavres de bovins laissés en plein air, pourrissant et empoisonnant l'atmosphère. Mais il n'en était rien. Les Noirs qui avaient le malheur d'avoir les Kilby comme maîtres auraient préféré mourir sur le champ d'une balle en pleine tête plutôt que de devoir rester un jour de plus dans cet enfer. En me retournant discrètement, j'aperçus Emma, la domestique afro-américaine de Bill, en train de dresser la table dans le grand salon. Une femme à l'élégance de nymphe, d'une vingtaine d'années et instinctivement intelligente. Elle portait le bonnet blanc de rigueur pour les gens de sa profession et quelques bouclettes de cheveux noirs apparaissaient au recoin de ses petites oreilles. Son visage était un mélange harmonieux entre deux continents. Une belle peau couleur café, des sourcils nets comme tracés au fusain, et une bouche aussi élégante que celle d'Aphrodite. En termes de chic et de distinction, elle n'avait rien à envier à ces femmes blanches mondaines qui se barbouillaient le visage de poudre, de rouge à lèvres et autres accessoires futiles. Emma n'avait guère besoin de tels subterfuges pour dégager une prestance et un charisme indescriptibles, une sorte de magnétisme faisant fi des conditions sociales. Son iris au beurre n'était sublimé par la perfection de ses sourcils et l'envoûtement de son regard. Il était inutile de se demander si elle avait entendu quelques bribes de notre conversation. Elle connaissait suffisamment son maître pour savoir à quel point son âme était sale. Je l'observais, elle ne disait rien, ne semblait point offensée, alignait à la perfection les assiettes en porcelaine et les différents couverts qui serviraient pour l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. Bill avait décidé de m'impressionner en me proposant un repas à la française, avec cependant une petite touche bien de chez nous, puisque du poulet frit serait au menu. Mon hôte attendit que sa domestique quitte la pièce. D'ailleurs, une lueur d'impatience et de désapprobation urticante traversa son regard à la vitesse de l'éclair. Très vite, dès que la servante eut pris congé, l'héritier des Kilby s'approcha dangereusement de moi et me susurra à l'oreille des paroles dramatiquement prévisibles. Son souffle le long de ma nuque devint alors comme une sorte de soufre méphitique. « Lise, vous connaissez mes sentiments pour vous depuis de longues années. Je vous appelle mon ami, mais espère secrètement plus. Et si je vous ai invité ce soir, c'est en escomptant que vous oserez franchir le pas et accepter que je demande votre main. Vous feriez de moi le plus heureux des hommes. » Bill, ne craignez-vous pas de vous hâter? Vous savez pertinemment que les dames sont nombreuses à vous tourner autour. Jessica Harper, Betty McDowell et Dorothy Stanford, pour ne citer que les plus déterminées d'entre elles. C'est bien simple, à chaque bal auquel je me rends, elles ne vous lâchent pas d'une semelle. Ces charmantes demoiselles espéreraient un jour pouvoir partager votre couche, et elles ne cachent point leur motivation. Mais vous, madame, vous ne désirez donc rien? C'est bien là la malédiction qui frappe les hommes depuis toujours. Plus une femme est difficile, voire impossible à obtenir, plus ils s'y attachent. Ne jouez pas les amoureux chagrinés, je vous en prie. La fatuité avec laquelle vous vous pavanez lors des soirées mondaines laisse bien transparaître la satisfaction que vous éprouvez à vous jouer du sexe opposé. Mais point de vous, Lise. Vous valez mieux que ces effrontées, ces gamines sans cervelle qui ne peuvent vous égaler, aussi bien en élégance qu'en finesse d'esprit. C'est avec vous que j'aime débattre, et c'est votre parfum qui m'ensorcelle, et non le leur. C'est auprès de votre cou gracieux que j'aime déposer délicatement mon menton, et que les senteurs enivrantes de girofle et de muscade viennent caresser mes narines. Oh, Lise,
Si vous saviez ce que je ressens pour vous, c'est bien simple, c'est comme si mon âme et mon esprit vous appartenaient. Les hommes ne s'affranchiront jamais des chaînes avec lesquelles les femmes attachent leur cœur. Nous serons éternellement vos esclaves. Bruce, ne pourrions-nous pas attendre un moment plus opportun pour nous laisser aller à cette volupté affective? Comme s'il était en mesure de lire dans mes pensées, Barnabé, l'autre domestique noir de Kilby, un homme d'une 50aine d'années, calvitie apparente et favoris grisonnants, apparut dans l'entrée de la salle à manger dans sa traditionnelle redingote qui lui allait si bien. Il n'eut point l'impression de déranger son maître, qui lui lança pourtant un regard vindicatif lourd de sens. « Monsieur, si vous le permettez, nous allons passer à table. Le dîner est servi. » Heureusement pour moi, l'estomac de Bruce était le seul de ses organes capable de céder à la fièvre de l'amour. Et le repas s'annonçait gargantuesque. Nous n'étions que deux ce soir, d'autres invités devaient nous rejoindre le lendemain, mais nous avions déjà le choix entre du homard, cuit à la façon clambake, un jambon de Virginie, des crevettes à la créole, un filet d'esturgeon à la crème, du gigot de présalé rôti au romarin, sans oublier le poulet frit servi avec du maïs et des carottes grossièrement cuites. Puis vinrent les desserts, des carrés au citron et un vrai German chocolate cake. Le bougre connaissait bien mes goûts et se forçait à me plaire, en titillant mes plaisirs gustatifs. Après ce festin, il m'autorisa à aller me coucher, tandis que la pendule sonnait déjà 10 heures du soir. Je me réfugiai rapidement dans ce lit à baldaquin, moelleux et confortable, et souhaitais avancer un peu sur mes lectures du moment avant de m'endormir. Emma toqua timidement à la porte pour m'apporter des serviettes, une coupe remplie d'eau et un peu de savon pour me rafraîchir le visage. Je la remerciai aimablement, et elle ne me répondit que par un sourire à la fois gêné et forcé, avant de disparaître dans le couloir, faiblement éclairé par la lueur de sa chandelle. Le lendemain matin, quelle fut ma surprise de ne point voir Bill en train de prendre le petit déjeuner, lui qui d'ordinaire était si matinal. À cette heure, on le voyait déjà enfiler ses bottes de chasse pour aller traquer les daims de la futaie voisine. Le service était là. Je me régalais en avalant d'autres carrés au citron et une tarte à la citrouille, généralement réservée pour Thanksgiving, mais que le maître de maison avait ordonné à Emma de préparer pour l'occasion spéciale qu'était ma venue. Soudain, j'entendis des pas alarmants dans le couloir, accompagnés de ce qui ressemblait à des lamentations, et dans l'embrasure de la porte, j'aperçus le pauvre Barnabé, les yeux baignés de larmes et les lèvres tremblantes. « Mon cher Barnabé, Seigneur, mais que se passe-t-il » ? « Ô Dieu Tout-Puissant qui êtes au ciel, ayez pitié de nos âmes pécheresses. »« Qu'y a-t-il » ? »« Il s'agit de monsieur, madame, de monsieur Kilby. Oh, il est horriblement malade depuis ce matin. Il régurgite constamment. »« D'où Jésus, c'est écœurant. Le malheureux a peut-être mangé quelque chose d'avarié hier soir. Mais j'ai dîné avec lui, et en ce qui me concerne, je ne ressens aucun mot d'estomac, aucun haut-le-cœur. »« Madame, je vous épargnerai ce spectacle infect. Mon pauvre maître est assis sur son lit en train de vomir dans une bassine, mais il ne s'arrête pas. Emma et moi en venons à nous demander ce qu'il peut encore régurgiter. C'est atroce, et l'odeur est épouvantable. » « Vous pouvez m'épargner ces détails, Barnabé, je vous en serai extrêmement reconnaissante, d'autant que je n'ai pas encore terminé mon repas. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Les indigestions de ce type ne durent jamais très longtemps. Prions pour que l'état de votre maître s'améliore dans l'après-midi. Ne craignez rien, Barnabé, j'ai confiance. » Mes paroles rassurantes parurent apaiser le domestique, qui s'empressa d'aller chercher d'autres serviettes et de l'eau fraîche pour le malade.
En remontant dans ma chambre pour faire ma toilette et en passant rapidement devant celle de Bruce, j'entendis distinctement le souffrant déglutir et s'étouffer dans ses ingurgitations. Ces bruits rebutants me firent déguerpir en vitesse, et bien que très offensé par ces propos de la veille, je ne souhaitais pas que l'état de Bruce ne s'aggrave. Emma, elle, paraissait moins affligée que Barnabé. Réglée comme un mécanisme ingénieux et disponible, elle exécutait des allers-retours entre les cabinets et la salle de bain, entre la salle de bain et la chambre à coucher, pour chercher des draps propres, chauffer de l'eau et ensuite en imbiber une serviette qui calmerait la fièvre ou le système digestif de mon hôte. Hélas, la condition de l'héritier des Kilby ne fit qu'empirer. Lorsque Jessica Harper, Betty McDowell et Dorothy Stanford débarquèrent dans le grand salon, espérant être reçus dignement par leur don Juan et ricanant bêtement, comme à leur habitude, je n'osais leur décrire les sonorités et les senteurs abominables qui embaumaient les couloirs du premier étage. Désormais, il ne s'agissait plus de vomissements, mais de la sollicitation d'un autre orifice, encore moins flatteur qu'une bouche écœurante. En effet, le chéri de ces dames ne se contenait plus et passait des heures à la selle, hurlant parfois de douleur, souillant le carrelage. Grand Dieu, qu'avait-il bien pu avaler pour souffrir à ce point le martyre? Je passai donc la soirée avec ces trois dames distinguées à jouer une partie de tarot qui me parut interminable et ennuyeuse, tant leur conversation était d'une morosité crasseuse et déprimante. 3 cocottes en provenance des bas-fonds de New York auraient eu plus de jugeotes que ce trio de bécasses incultes et vénales. Compte tenu de l'état de santé de Bill, il était plus convenable que ce trio stupide quitte les lieux à une heure encore raisonnable. Toutes trois sortirent donc sur le coup des 23 heures, et je fus bien heureuse de pouvoir aller me coucher, après avoir bu une infusion bienfaitrice aux herbes médicinales. Mais cette nuit-là fut des plus pénibles. Pour mon plus grand désarroi, ma chambre jouxtait celle du malade, et jusqu'à l'aube, j'entendis ses moindres gémissements, ses glapissements plaintifs, comme s'il était pris de convulsions saccadées, de spasmes incoercibles. Mais entre ces crispations, il semblait marmonner quelque chose. Était-ce un nom, un terme, une formule magique, que sais-je? Je tendis l'oreille et ouïs distinctement Billy's hair. Le lendemain matin, je me surpris à maudire les rayons du soleil qui transperçaient les rideaux de soie ivoirine et forçaient mes paupières à s'ouvrir, malgré mon insomnie. Ces dernières paraissaient collées avec de la cire et mes yeux complètement déshydratés. En me regardant dans le miroir et avant de me laver le visage, je contemplais mon sinistre regard, rouge sang, et toutes ces veines minuscules prêtes à éclater. Bill continuait de gémir dans sa chambre, et le branle-bas de combat était déjà en cours. Emma et Barnabé circulaient continuellement dans les couloirs, avec des tasses contenant des sirops et du miel, des plantes bienfaitrices, supposées calmer les ardeurs intestinales du malheureux. Mais je pus lire sur leur visage que son état n'avait fait que s'aggraver depuis la veille. Le maître de maison était maintenant en proie à des sortes d'hallucinations et hurlait des choses incohérentes, faisant référence à un enfant, lui qui n'en avait jamais eu, du moins officiellement, car c'était un habitué des bordels. Par compassion et par charité chrétienne, je me mettais moi-même à l'ouvrage, en aidant les 2 domestiques à faire de leur mieux, en attendant l'arrivée du médecin, le docteur Parker, lui aussi descendant d'une grande famille esclavagiste. L'éminent scientifique ne pointa le bout de son nez qu'à 16h30. Un petit homme spongieux, chauve, au crâne luisant, sans cou, les joues tombantes comme un bulldog anglais et un nez porcin sur lequel 2 petites lunettes rondes avaient du mal à tenir.
La seule pilosité de son visage se trouvait au niveau de ses favoris abondants et touffus. Il portait son traditionnel veston, dont dépassait sa montre à gousset et ses chaussures à guêtres blanches, mouillées par la pluie qui avait fait irruption en début d'après-midi. Parker monta rapidement examiner Kilby, que nous avions du mal à maintenir, car ses spasmes le poussaient aux mouvements de torse les plus imprévisibles, tandis qu'il bavait de rage. La scène était des plus cauchemardesques. Mon hôte était soudain comme possédé par je ne sais quel esprit maléfique, en proie aux propos les plus absurdes. Mais tout ce tohu-bohu ne parut point déconcentrer l'inébranlable docteur, avec son stéthoscope, et observant minutieusement les aiguilles de cet étrange appareil supposé indiquer la tension du patient, la pression exercée par son sang contre la paroi de ses artères. Parker aurait fait un excellent joueur de poker. Aucune émotion ne traversait son regard, pas même un soupçon de questionnement. Il préféra s'entretenir avec moi dans le salon, tandis qu'Emma et Barnabé continuaient leur besogne. Nous nous retrouvâmes donc tous les deux face au tableau que Kilby m'avait montré la veille. « Ma chère Elisabeth, je dois vous avouer que le cas de votre ami m'intrigue. Je n'ai encore rien vu de tel, et j'espère qu'il ne s'agit pas là des symptômes de la rage. » Dieu du ciel! Bill aurait donc été mordu? Pourtant, il ne m'a rien dit de tel avant-hier. Je pense qu'une morsure aussi douloureuse l'aurait profondément marqué, et qu'il s'en serait entretenu avec moi. Je serais tenté d'être de votre avis, Miss Jones. Mais les différents symptômes par lesquels le malade est passé en moins de 48 heures dépassent l'entendement. D'abord des vomissements à répétition, une fièvre tropicale, des diarrhées, et maintenant une forme de démence. Si je n'étais pas médecin expérimenté, je serais tenté de croire que ce sont là les symptômes de plusieurs maladies simultanées. Docteur, pareille chose est-elle possible, et en si peu de temps? Je n'en ai jamais eu la connaissance jusqu'à présent, Miss Jones. Pour le moment, je ne peux qu'ordonner tous les calmants connus, et constater que votre ami paraît bouder les langages civilisés. C'est alors que le médecin posa son regard sur le tableau et parut plongé dans une contemplation méditative pendant de longues minutes. Puis il me demanda d'une voix calme et flegmatique. « Impressionnante peinture. Savez-vous comment M. Kilby se l'est procurée ?»« Il me l'a dit l'autre jour. Attendez. Ah oui, visiblement, un colon français de Guadeloupe l'aurait refourgué à un banquier de Louisiane qui ensuite la céda pour une somme grotesque à Bill. »« Un colon de Guadeloupe ?» Il se trouve que je connais assez bien les Caraïbes pour y avoir passé ma lune de miel. Et de quelle région en Guadeloupe? Bill a parlé de la propriété de Zevallos. Je m'en rappelle car j'ai trouvé le nom comique. Le visage du médecin devint soudain aussi pâle qu'une pleine lune de nuit d'été. Son regard était impressionnant. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Un homme de sa stature et de sa carrure n'était pas du genre à paraître aussi fébrile. C'était comme si le sang avait brusquement cessé de circuler dans ses veines. « Miss Lauren, en êtes-vous sûre? Vous avez parlé de la propriété de Zevallos? »« Oui, c'est bien cela, mais qu'y a-t-il, docteur? Vous aussi, vous commencez à me faire peur. » C'est juste que... Enfin... J'ai déjà entendu parler de cet endroit. Les gens qui y ont séjourné racontent les légendes les plus cauchemardesques sur cette demeure. Et il est vrai qu'un scientifique comme moi ne devrait pas croire à ces racontards. De quoi voulez-vous parler, docteur? D'une malédiction? Tout juste. On raconte qu'il y a de cela plusieurs décennies, une famille de planteurs s'était installée dans cette vieille bâtisse. La fille du propriétaire, réputée volage, tomba enceinte de l'un des esclaves. Le père, fou de rage, fit tuer le noir, sans aucune autre forme de procès.
Mais la jeune femme ne put s'en remettre et se donna la mort dans des circonstances atroces que je vous épargnerai. S'en est suivi un horrible règlement de compte entre maître et esclave. Au final, le jardin était jonché de cadavres blancs et noirs, tous ensanglantés et dévorés par les mouches et les asticots. Depuis, la nature a repris ses droits, et les dernières cendres des squelettes se sont volatilisées à travers les méandres sinueux de l'Atlantique. Mais certains disent que l'on entend encore les pathétiques lamentations de la jeune fille et les hurlements des esclaves révoltés, tombés au combat. Mais c'est horrible. Et quel rapport avec cette peinture? Je ne saurais vous dire avec certitude s'il y en a un, Miss. Mais il est probable que le lieu de provenance de cette œuvre d'art soit définitivement maudit par le ciel, et que tout objet originaire de cette affreuse demeure apporterait sort funeste et autres mauvais présages à son propriétaire. J'avais besoin de prendre l'air. Je coupais alors par le long couloir, traversant les cuisines. Et c'est là que je l'aperçus. Je la reconnus aussitôt, car cette silhouette ne m'était que trop familière. Emma, la jeune domestique, assise sur une chaise, légèrement penchée sur quelque chose qu'elle tenait entre les mains. À première vue, il devait s'agir d'une sorte de marionnette, de poupée de chiffon, qu'elle agrippait fermement comme si elle eût souhaité déchirer le jouet avec fureur. Mais au lieu de cela, elle sortit d'une jolie boîte en or de longues aiguilles généralement utilisées pour recoudre les vieux pulls. Elle pointa ensuite l'objet vers l'œil droit de la poupée et le planta vigoureusement, comme Brutus aurait poignardé César dans le dos. Et c'est alors qu'un hurlement épouvantable se fit entendre dans toute la maisonnée, une plainte morbide, sulfureuse et résonnante, qu'aucune oreille humaine ne mériterait d'entendre. Il s'agissait bien du pauvre Bill, qui agonisait dans sa chambre. Dieu du ciel! Cette jeune domestique avait-elle fait appel aux forces vaudou maléfiques que certains Noirs maîtrisent depuis leur déportation sur le nouveau continent? Ces incantations défavorables et pernicieuses, utilisées pour maudire à jamais une cible choisie avec soin. La domestique réitéra l'opération à 3 reprises, dans l'œil gauche, dans le cœur, et même au niveau des parties génitales. Et à chaque fois, les vociférations et les clameurs suppliantes reprirent de plus belle. Je n'eus pas le temps de stopper Emma dans son élan tenace et rancunier, tandis que des éclairs spontanés se mirent à déchirer le ciel, comme dans la plus poétique et fatidique des fins du monde. Parker m'appela depuis le salon, et la panique était plus que palpable au son de sa voix. « Miss Lorraine! Miss Lorraine! God Almighty! Venez vite voir ça! Par le Christ notre Sauveur, cela dépasse l'entendement! Je vous en supplie, Miss Lorraine! Venez vite! » J'accourus et vis le docteur pointer fébrilement du doigt quelque chose sur le tableau. Je regardai à mon tour et faillis tressaillir. Les 3 enfants blancs étaient toujours au même endroit, mais à leur droite était apparu un jeune garçon métis, aux traits fins, aussi élégant que ceux observés chez les héros de la mythologie grecque, avec en supplément ce teint légèrement marbré et ses pupilles ébènes. Une grâce naturelle se dégageait de cet enfant à l'air distingué, les bras croisés, portant une chemise blanche soyeuse, un manteau beige tout neuf, et surveillant la fratrie tel un grand frère bienveillant, car en effet, il avait l'air plus âgé qu'eux. Mais par quel prodige cela était-il possible? Comment ce jeune homme, encore invisible quelques minutes auparavant, avait-il donc pu refaire surface au sein de cette peinture, vieille de plusieurs décennies, comme par enchantement? Lui qui avait été effacé de la mémoire des hommes avait décidé d'y retrouver sa place légitime, celle du domestique favori de la fratrie blanche, ce garçon que les 2 sœurs et leurs frères ne réduisaient en aucun cas à sa couleur de peau.
eux avaient décidé de le voir avec les yeux de Dieu, et non avec ceux des ignares, supposés puritains et patriotes. Et tandis que je reprenais mon souffle et que mon cœur battait la chamade, je lus quelque chose à côté du visage du jeune métis comme tracé à la plume. Mes pensées les plus inavouables s'étaient réalisées. Juste à sa droite, il y avait bien écrit « Bélisaire ».